Chers amis de Cinéphonie, aujourd'hui c'est cinéma et musique avec la même personne. Il s'agit de John Carpenter, bien connu par les amateurs de films, on va dire un peu catastrophes, de zombies, films un peu surnaturels. Mais John Carpenter allie cette double casquette, entre autres, mais en tout cas réalisateur et compositeur des musiques de ces films. Ils sont rares ceux qui, dans l'histoire somme toute récente du cinéma, et notamment le cinéma sonore, le cinéma parlant, muni d'une musique originale, ils sont rares ceux qui cumulent donc ces deux fonctions. Et il ne s'agit pas pour Carpenter d'un réalisateur qui s'essaye un peu à la musique occasionnellement, de façon limitée, parfois en signant une chanson ou un thème par-ci par-là, ou inversement d'un musicien qui s'essaye à la mise en scène occasionnellement sans plus. Alors, quelques noms parmi ceux qui ont pu cumuler ces deux fonctions. Il y a bien sûr Charlie Chaplin qui a composé la musique de la totalité donc, de ces films. Un peu moins connu du grand public, Jean Grémillon, dans les années 50 et 60, a pu composer une partie de la musique de ces films. Il avait une solide formation de musicien. Ou Alain Jomy, pas trop connu non plus du grand public, qui avait une formation double de conservatoire et de technicien pour pouvoir réaliser des films. Alors il y a donc aussi John Carpenter pour tous ces films, à l'exception notable de deux. Et c'est pas avec n'importe qui que ces deux films-là, dont on écoutera quand même un extrait aujourd'hui, c'est pas avec n'importe qui qu'ils ont été mis en musique. C'est tout d'abord Ennio Morricone avec The Thing ou La Chose, et donc Morricone, dont on parlera encore beaucoup évidemment, c'est très original dans sa carrière. Et puis Jack Nitzsche, un compositeur d'origine allemande, surtout connu dans le monde de la variété, de l'arrangement, je dirais de comédie musicale, et assez peu pour le cinéma, qui va faire le 8e film dont on reparlera tout à l'heure. John Carpenter est né le 16 janvier 1948 à Carthage. Alors à Carthage, je précise, dans l'État de New York, il est américain, ce n'est pas le Carthage de Tunisie. Il a donc 72 ans en 2020 et a produit il y a peu son dernier film en date, qui est Halloween, le 11e, enfin Halloween tout court, qui clôt soi-disant cette saga dans laquelle il a été évidemment très très investi. Son père est responsable du département de musique de l'université du Kentucky et enseigne la musique à différents titres. Il est donc assez proche de ce milieu et il sera formé à un assez haut niveau. Il sera fidèlement aussi aidé par un collaborateur pendant une dizaine d'années, Alan Howard, qui quelquefois co-signe ses musiques, mais qui est surtout le créateur des effets électroniques, musicien de jazz à l'origine, et qui met en forme certains des thèmes de John Carpenter. Donc une collaboration qui commence avec Halloween, le premier en 1978, et qui ira jusqu'à Halloween 5 en 1989. Mais il faut savoir que John Carpenter, un peu comme Charlie Chaplin, est non seulement musicien et réalisateur, mais scénariste, producteur, monteur, acteur même dans la plupart de ses films. Je précise que les enregistrements que je vous passerai aujourd'hui seront en majorité tirés d'un album studio qu'il a lui-même remixé avec son fils et son filleul, Anthology Movie Themes, paru en 2017, mais qui n'enlève rien à la nature originale des musiques. C'est simplement amélioré, on va dire, techniquement. Les musiques de films sont parfois enregistrées avec des moyens assez limités et les bandes son limitées à la pellicule, et ce qui n'est pas effectivement le meilleur. Et John Carpenter a toujours cette exigence-là que ces thèmes musicaux soient toujours le mieux possible, un peu comme certaines images d'anciens films qui sont rénovées sans pour autant les trahir. Voilà donc quelques mots sur John Carpenter. Il a dirigé 18 longs métrages à ce jour, mais aussi des productions pour la télévision et parfois des courts-métrages, notamment quand il était tout jeune, son père va lui donner une caméra 8 mm qui ne lui servait plus, et il a laissé ainsi un certain nombre de courts-métrages, je crois, depuis qu'il a 10 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est un passionné de cinéma, mais aussi de musique.
Voici donc pour commencer son premier long métrage sorti, je dirais, au cinéma, qui est un peu considéré comme un film de fin d'études dans l'école de cinéma dans laquelle il a été élève. En 1974 va apparaître ce film qui s'appelle Dark Star, qui aura aussi un titre d'exploitation Étoile noire. Et voici ce sujet de science-fiction. C'est un vaisseau spatial chargé de détruire les planètes nuisibles et qui va tomber à un moment donné sur un alien bien résistant. C'est en 1974, la guerre des étoiles est pour 3 ans plus tard, mais à l'époque, la science-fiction, un peu kitsch, un peu, j'allais dire, surréaliste, pas toujours très scientifique et très technicienne, avait déjà beaucoup droit de citer et il fallait une musique peut-être à son image. Alors, ce qu'on pensait être le mieux pour la science-fiction, c'était l'électronique. Voilà, tout un bouleversement et un petit coup de vieux aussi donné aux compositeurs qui, à l'époque, mettaient de la musique sur les films de science-fiction, mais qui étaient pour la plupart nés au début du XXe siècle et produisant des musiques depuis les années 30-40. Là, c'est tout à fait une autre ère, c'est celle aussi du monde de la variété, du monde de la musique électronique que John Carpenter va cultiver. En 1976, son deuxième long métrage, d'après d'ailleurs un scénario modernisé de Rio Bravo, qui fut, quand il avait 11 ans, son film fétiche. Alors, transposé donc dans un monde du futur, alors futur depuis atteint, mais enfin considéré toujours comme le futur, c'est donc une délinquance violente à Los Angeles. Ce film s'appelle en français Assaut, A-2-S-A-U-T. Le titre anglais est Assault on Precinct 13 ou Zombie, ambiance. Alors, c'est une musique souvent répétitive, haletante, justement, musique d'ambiance. Il faut noter que, je le dis souvent, une musique d'un film, c'est pas seulement le générique, ce sont principalement donc les génériques ou les main titles, titres principaux que nous écouterons aujourd'hui, mais il y a bien d'autres musiques, évidemment, au cours du discours. Mais c'est, je crois, ces musiques-là qui typent le mieux ces films de John Carpenter. Après une intervention à la télévision pour un film qui s'appelle Meurtre au 43e étage, on est quand même dans un peu le morbide et le sanguinolent. C'est le mythique Halloween, le premier d'une série de 11, dont il fera la musique du 11e bien longtemps après, Halloween, traduit en français un temps, La nuit des masques, 1978. Eh bien, c'est donc en 1963, une nuit d'Halloween, un jeune homme qui tue sa sœur est interné dans un hôpital psychiatrique, finit par en ressortir et la suite est assez sanglante.
précise qu'il collaborera plus ou moins directement avec Halloween 2, 3, 4 et 5, mais c'est surtout la réutilisation de thèmes qu'il avait déjà composés pour le premier Halloween, et ce sont des films qu'il ne réalisera pas lui directement. Alors en 1980, son quatrième long métrage s'appelle en anglais The Fog, on pourrait traduire par le brouillard, traduit en français par Fog tout court. Alors le contexte, c'est un naufrage à caractère délictueux qui a été provoqué sciemment et provoqué beaucoup de disparitions en 1871. Et un siècle après, le passé refait surface. Voilà comment la musique de Carpenter, avec sa propre réalisation, s'allie très bien. Voilà, le temps ne compte pas pour ces musiques-là qui souvent suppléent au peu de dialogue ou qui sont surtout des accompagnements d'images, d'effets spéciaux visuels. Et c'est une musique tout à fait bien adaptée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que comme le compositeur et le réalisateur, il doit être content du résultat et de cet alliage. En 1981, c'est le film New York 1997 qui gardera le même titre en français, parfois traduit aussi par Escape from New York, donc l'échappée de New York. Alors oui, en 81, parler de New York en 97, ça paraissait très très loin. New York est devenue une prison hyper sécuritaire. On y trouve Lee Van Cleef, Isaac Hayes, quelques acteurs connus, ce qui est relativement rare dans les films de Carpenter, connus par ailleurs. Voilà donc un New York futuriste, forcément aux mains des totalitaires d'une part, mais aussi de beaucoup de délinquance. Alors voilà la musique de Carpenter pour son propre film. Son sixième film, c'est donc The Thing, parfois exploité sous le titre La Chose. Et là, il va faire appel à Ennio Morricone. Morricone qui a beaucoup de cordes à son arc. On a eu l'occasion dans cette émission d'en parler assez souvent et on en reparlera. Et il va s'essayer la musique d'épouvante. Alors, il en avait déjà fait en Italie, mais c'est rien à côté de l'industrie de l'épouvante américaine à cette époque-là et surtout celle de Carpenter. Et Morricone est presque non reconnaissable, enfin il va être transfiguré en quelque sorte et sublimé par ce film dont il signera toute la musique. Alors pour la petite histoire, en 2015, Tarantino, dont on sait l'amour qu'il avait pour Morricone du présent mais aussi du passé, va réutiliser 3 thèmes de The Thing de Carpenter pour son film Les 8 salopards. Un tout autre sujet. Ces 3 titres s'appellent d'ailleurs Bestiality, Eternity, Despair. Vous voyez l'ambiance. Alors voici Bestiality, Morricone au service de Carpenter.
Pas si mal, Morricone, vous voyez, loin de ses romances un peu sirupeuses, eh bien, il pouvait faire ça aussi, c'est à la demande. On est au cœur de l'Antarctique où on découvre une créature inconnue, une créature gelée, qui se réveille et qui fera beaucoup de dégâts. Cette créature appelée donc The Thing, la chose. En 1983, sûrement un des films qui a été le plus connu à l'époque et qui a fait connaître un peu à rebours la carrière de Carpenter, c'est Christine, qui gardera le même nom en français. C'est un homme un peu perturbé, timide, angoissé et qui devient un peu le souffre-douleur dans son lycée. Il s'appelle Arnie. Il faut se méfier des gens qu'on humilie trop parce que quand ils se vengent à un moment donné, c'est assez terrible. Mais là, c'est une voiture, une Plymouth Fury de 1957 dont il va faire l'acquisition, qu'il a baptisée Christine justement, qui va faire des dégâts, j'allais dire un peu pour lui, et venger toutes ces humiliations. C'est un roman d'après Stephen King, donc on est vraiment dans le monde, je dirais, de l'épouvante, un petit peu bien connu des amateurs, mais qui va peut-être cette année-là, en tout cas moi je m'en souviens comme cela, en 1983, faire connaître Carpenter un peu plus largement qu'auparavant. En 1984, son 8e film a été confié à Jacques Nitzsche, dont j'ai parlé au tout début, une histoire d'extraterrestre. On en écoute quelques secondes. Voilà, c'était juste pour mémoire. Ensuite, c'est le film Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. On en écoute quelques secondes aussi. Toujours beaucoup d'ambiance. Et en 1987, deuxième trilogie de l'Apocalypse, la première étant après coup Christine, c'est Le Prince des Ténèbres, Prince of Darkness, thème vigoureux et avec des chœurs. En 1988, c'est le film They Live, Ils vivent, traduit curieusement en français par Évasion Los Angeles. C'est un ouvrier au chômage qui découvre un trafic de lunettes qui permettent de détecter des extraterrestres malveillants. Je passe sur les aventures d'un homme invisible pour aller en 1995 avec la troisième et dernière partie de la trilogie de l'Apocalypse, L'antre de la folie en français, In the Mouth of Madness.
Alors, d'autres films vont suivre, Le Village des damnés, Los Angeles 2013, comme son nom l'indique, tourné en 96, on est toujours dans la science-fiction pas trop lointaine, et en 1998, son 16e film s'appelle Vampire. Très à la mode. À la fin du siècle précédent, au début des années 2000, il signera à partir de 2000 seulement 3 longs métrages, beaucoup de choses pour la télévision, des albums studio. C'est Ghost of Mars en 2001 et puis L'Hôpital de la Terreur ou The Ward en 2010. Mais je vais quitter John Carpenter, réalisateur et musicien, avec sa dernière production en date, dont il signe la réalisation et toute la musique, Halloween. Pas un remake, mais le 11e et dernier épisode qui est censé clore cette histoire sans fin, où Laurie est de retour pour un affrontement final avec Michael. Adieu John Carpenter, et peut-être pas adieu, mais plutôt au revoir. On aura peut-être d'autres films encore maintenant.